Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un invité auquel vous êtes moins habitué que d'habitude. Dans la chaise de Charles, nous avons Sylvain Tiget. Alors, il n'est pas de la même couleur. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas le même âge non plus. Effectivement. Mais on va parler un peu des mêmes choses. Et en fait, aujourd'hui, de manière générale, j'ai pas spécifiquement d'ailleurs préparé cette interview, mais c'est même pas par paresse, c'est juste parce que je pensais que c'était pas forcément nécessaire. Nous allons parler d'un phénomène qui concerne de plus en plus de Français, d'ailleurs que ce soit dans la volonté ou dans l'acte, et qui toi te concerne personnellement puisque tu en as fait l'expérience, c'est la notion d'expatriation. Alors l'expatriation, en plus de ça, c'est un phénomène qui à droite est pas forcément toujours très populaire, même si j'ai l'impression que les lignes changent un petit peu. C'est-à-dire qu'on se dit non mais quand même, voilà, t'es patriote, t'aimes la France, etc. Tu vas pas quitter la France. Alors nous avons quand même quelqu'un d'assez proche qui nous est cher sur cet Institut des Libertés qui s'appelle Charles Gave, qui est parti de la France en 1981 parce que il était totalement anticommuniste, il l'est toujours d'ailleurs, et François Mitterrand, lorsqu'il a été élu, avait promis de faire venir des ministres communistes, et d'ailleurs c'est ce qui a été fait, et donc il est parti à Londres à ce moment-là, et il est revenu plusieurs décennies plus tard. Nous avons ici avec moi un exemple plus récent, donc Sylvain Tiget, je te présente à ceux qui ne te connaissent pas déjà, et est-ce que tu peux en dire un petit peu davantage sur toi-même, sur ta vie, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu as vécu jusqu'à récemment, où est-ce que tu compterais vivre prochainement, quelles sont tes activités aussi professionnelles, business, etc. Voilà, je te laisse te présenter pour notre auditoire. Ouais, alors globalement, moi, j'ai grandi en France. Je suis né à Vannes, dans le Morbihan, d'une famille de militaires. J'ai fait toutes mes études en France, en fait. J'ai fait un parcours franco-allemand, donc j'ai 2 diplômes. J'ai un bac français scientifique et un abitur allemand. J'ai fait des études supérieures franco-allemandes aussi, donc j'ai un bac plus 4 en finance de marché en France, et j'ai l'équivalent dans l'université de Francfort en Allemagne. Et après ça, j'ai enchaîné sur un premier poste d'analyste financier chez FXCM à Paris en plus, ici entre 2015 et 2018, avant de me lancer en indépendant suite à un petit pépin de santé en 2018. J'ai eu un diabète et donc je me suis dit que j'aimerais bien bosser pour moi, ça serait quand même cool. Et je me suis lancé en indépendant. Qu'est-ce qui m'a poussé à partir ? Écoute, si tu veux, je pense que moi j'ai toujours eu, et c'est marrant que tu parles de l'histoire de Charles, parce que je savais pas qu'il était parti pour ces raisons-là, mais moi je m'étais toujours dit quand j'étais petit que si un jour le pays devenait un pays qui ressemble à l'URSS, moi je partirais, tu vois. Je partirais parce que c'est pas du tout dans mes valeurs, et en fait force est de constater qu'aujourd'hui j'ai 32 ans et on en est là en fait, tu vois. On est dans un pays où aujourd'hui quand tu génères 1 euro de ressources, 1 euro de croissance, 1 euro de chiffre d'affaires, entre le début, la fin, l'URSSAF, tout, la TVA, tout ce que tu dois redonner, il t'en reste peut-être 50 centimes dans la poche ou 40 centimes dans certains cas. Donc c'est-à-dire que tu donnes 50 à 60% de ce que tu gagnes à l'État. Ouais. Pour moi, c'est la définition d'un État qui est soviétique. Donc effectivement, le travail aujourd'hui en France n'est pas rentable. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que si tu veux vivre de ton travail, ça n'est pas rentable. D'accord ? C'est factuellement pas rentable, c'est beaucoup trop cher. À effort égal, tu peux aller beaucoup plus vite dans d'autres pays. Ouais, tout à fait. Et comme on le disait tout à l'heure quand on en discutait tous les trois avec Charles, il faut pour moi, quand tu entreprends, aller dans des pays qui favorisent l'innovation et le travail, ou enfin des pays où le travail est rentable. Et ces pays-là, quels sont ces pays dans le monde ? C'est les pays anglo-saxons, d'accord ? Ouais. Aujourd'hui, les pays qui ont la common law, en fait, le système juridique un peu anglo-saxon, c'est des pays qui sont ouverts parce que juridiquement, ils te permettent de tenter beaucoup de choses. Et si tu te trompes, tu payes une amende, quoi. Ouais. Tu vois. En France, avec le code civil, si tu te trompes, c'est du pénal. Tu vas en prison, d'accord ? Et c'est marqué sur ta tête. Donc, si tu veux entreprendre, prendre des risques, te tromper, te relever, recommencer, il faut le faire dans un pays qui, effectivement, soit les États-Unis, soit le Canada, soit Londres, la Grande-Bretagne, ça va être des pays comme ça, tu vois, des pays anglo-saxons. Aujourd'hui, en France, pour moi, à mon sens, ça n'a plus de sens d'entreprendre aujourd'hui parce que tout est contre toi en fait, tu vois. Donc à quoi bon en fait ? À quoi bon ? Ça n'a aucun sens. Donc il faut être quand vous êtes chez une entreprise, il faut être pragmatique. D'accord, parce que l'idée c'est pas d'arriver à la fin de sa vie et d'être dégoûté d'avoir perdu 40 ans, plus de santé, plus de morale, plus rien, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois en fait les gens qui ont entrepris en France toute leur vie, très souvent ils arrivent, ils sont rincés à la fin de leur carrière, très souvent aigris, et c'est pas le but. Donc il faut tout de suite comprendre dans quelle situation on se trouve. Et si on a 30-40 ans, en général, beaucoup en fait
se cachent derrière le patriotisme en disant je ne pars pas, c'est la terre de mes ancêtres. En vérité, c'est juste que ils n'ont pas le courage de tout recommencer à zéro et d'être tout seul dans un pays comme un clochard, tu vois ce que je veux dire, avec sa bite et son couteau, et il faut tout reconstruire, tu vois. La réalité, elle est là, c'est que les gens n'ont pas le courage de le faire, tu vois, c'est dur. Moi, je l'ai déjà fait, je vais le refaire, et il n'y a rien de plus dur. Tu arrives sur une terre qui n'est pas la tienne, tu réapprends la langue, la culture, tu n'as pas d'amis, tu as zéro contact. Eh ben ouais, c'est dur, tu vois. Mais ça, les gens... Et donc, les gens vont souvent te dire, bah non, je suis patriote, je reste. La réalité, c'est que c'est la zone de confort. C'est facile de rester, tu vois. T'as tes potes, t'as ta culture, t'as ta langue. C'est facile, tu vois. Donc, même s'il y a des choses qui te dérangent, bah tu fais semblant, tu vois. Tu fais semblant d'être patriote, mais en réalité, c'est que t'as pas le courage d'aller recommencer ailleurs. Ce serait plus le prétexte que la raison, finalement. Pour moi, c'est 100% ça, tu vois. Parce que des gens qui sont vraiment patriotes, s'ils étaient vraiment patriotes, ils seraient tous dans l'armée, ils seraient en train de faire des trucs pour l'État. Tu vois, quand les gens, tu regardes, qui se disent patriotes, ils sont où, en fait, tu vois. La plupart du temps, ils sont pas au service de l'État, ils sont pas pompiers, ils sont pas policiers, ils sont pas militaires, ces gens-là, tu vois. Là, je parle de ceux qui font le plus de bruit, hein. Je parle pas des vrais gens qui sont patriotes, qui sont militaires, etc. Eux, mais la plupart qui sont dans les médias, qui font de grandes apparitions, de grandes tirades, moi j'ai beaucoup été déçu parce que j'y ai cru un petit peu à ce discours à une époque, tu vois. Toi comme moi, je pense qu'on y a cru. On a suivi ces gens, on s'est dit qu'ils étaient peut-être un peu différents, enfin je sais pas, qu'ils inspiraient une certaine confiance. Et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est du marketing, en fait, tout simplement. Et est-ce que, selon toi, pour se permettre de s'expatrier, il faut avoir quand même un capital de départ, ou est-ce que finalement on peut y aller à la one again, parce que ça aussi, ça peut être une question. Il y en a qui ont, surtout les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines, ceux-là, c'est ceux qui ont la plus grande facilité à pouvoir s'expatrier, parce que ils ont un patrimoine qu'ils peuvent exploiter pour acheter dans le pays d'arrivée. Ils peuvent louer, enfin voilà, bref, ils ont ce qu'il faut. Quand on est un peu en flux tendu entre son salaire et avec ses sa trésorerie, voilà, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est une bonne question. Il y a différents types d'expatriation, et ça tu fais bien de le préciser. Il y a l'expatriation un peu en mode luxe. T'as déjà du patrimoine, et l'expatriation est un confort, et tu peux choisir le pays dans lequel tu vas, et ça c'est cool. Ça c'est très cool. Après il y a l'expatriation de fortune, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros t'as pas grand chose déjà dans ton pays de base, et tu pars dans un autre pays dans l'espoir d'avoir une meilleure vie. Écoute, ça dépend du degré, enfin à quel point en réalité, à quel point t'as envie de partir, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est vraiment si douloureux que ça pour toi d'être en France ou pas? Moi, je sais que c'est très douloureux parce que, enfin, il y a aucun sens, tu vois. Il y a aucun sens au fait que je reste, que ce soit culturellement, je me reconnais pas dans la culture aujourd'hui woke, progressiste qu'on nous pousse. Je ne me reconnais pas non plus dans le système économique, qui est un système, on va dire, entre le soviétisme et l'ultrasocialisme. Etc. Donc, si c'est douloureux, bah, moi c'est plutôt une migration de confort, on va dire, d'accord, parce qu'en réalité, économiquement, je m'en sors très bien en France, mais c'est plus, on va dire, idéologique. C'est-à-dire que l'idée, la perte de temps, et puis donner mon argent à des gens que je trouve stupides, ça me va pas. Maintenant, effectivement, si en France tu gagnes 500 € par mois et que tu veux partir, c'est une configuration différente. Bon, après, des gens juste pas forcément partir dans le même pays, quoi. Tu partiras pas dans le même pays, effectivement. Mais est-ce qu'il faut être riche pour partir? Non. Est-ce que ça va être plus dur si t'as pas d'argent? Oui, c'est évident. D'accord. Ça dépend de l'expatriation que tu veux faire. Si tu veux y aller en mode bite et couteau, tu peux. Moi, je l'ai fait quand j'étais étudiant. Ça se fait, hein. Mais bon, à l'époque, j'avais pas de femme, j'avais pas d'enfant, rien. Oui, donc, c'est sûr. je m'en foutais, tu vois. Je pouvais dormir dans un 10 mètres carrés, ça changeait rien à ma vie. Oui. Bon, aujourd'hui, je pense que ça me fait chier. Aujourd'hui, c'est différent. Non, bah non, bien sûr. C'est bon, j'ai trop donné là-dedans. Ouais. Mais justement, il y a des types qui font, par exemple, j'ai vu ça cette année, je trouve ça assez remarquable. Et effectivement, quand on est un jeune homme sans trop d'attache, je trouve ça hyper intéressant. Il y a des boulots, alors extrêmement fatigants, extrêmement éreintants, mais qui sont payés une fortune. Par exemple, en Australie, je vois des mecs, ils font des voyages, voilà, dans des mines. Alors, c'est des boulots en général de 2 semaines par mois, extrêmement intenses. Ça peut être plus de 10 heures par jour à se casser le dos et tout. Vous terminez la journée, vous êtes tout noir, voilà. C'est extrêmement fatigant. Mais au moins, ces 2 semaines, vous y retournez éventuellement le mois d'après. Évidemment, la fluidité du travail est énorme. C'est-à-dire que vous pouvez arriver au début de ces 2 semaines et à la fin, vous démissionnez, il n'y a pas de problème. Donc bref, tout est fluide. Effectivement, ça me fait repenser à ce que tu disais au début.
sur les systèmes juridiques que nous avons. Et effectivement, ça conditionne totalement la capacité de se projeter dans un travail, dans une situation. C'est-à-dire que en France, c'est très difficile de se faire embaucher. En revanche, une fois qu'on est embauché, c'est bon, on est à peu près très difficile de tranquille. se faire virer. Voilà, et c'est très difficile de se faire virer. Et on a des systèmes, le système anglo-saxon est beaucoup plus fluide, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de se faire embaucher. Et en revanche, c'est beaucoup plus facile aussi de se faire virer, ce qui fait qu'une fois qu'on est dedans, on est toujours dans une forme de compétitivité aussi là-dessus. Et le fait est que en France, l'État fait partie des parties d'un contrat. Alors que dans le système plutôt anglo-saxon, à partir du moment où les parties se mettent d'accord, c'est bon. Finalement, c'est un petit peu la notion de consentement, en fait. C'est-à-dire que l'État se mêle du consentement des parties au contrat, et forcément, l'État édicte ses propres règles, et on n'est pas forcément, nous, en tant que contractants, d'accord avec ces règles-là. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, non mais ça, en fait, cette obligation, on s'en fiche totalement, c'est l'État qui nous impose, mais moi, ça ne m'intéresse pas en tant qu'agent économique, que ce soit vendeur, que ce soit acheteur, que ce soit employeur, que ce soit employé. Moi, ça m'intéresse de faire plus de 35 heures par semaine. Moi, je veux faire 45 heures, 50 heures, j'en sais rien. Moi, je veux pas m'arrêter de travailler à 62 ans, je veux travailler jusqu'à 67. Enfin bref, c'est des trucs comme ça. Ça m'intéresse pas d'arrêter de travailler à 17 heures. Moi, je veux travailler jusqu'à 22 heures et commencer peut-être plus tard, j'en sais rien, ou l'inverse. Bref, l'État fait partie des parties au contrat, et donc forcément, on a un champ de possibilités qui s'inscrit évidemment dans le champ économique aussi, pas que économique, mais aussi économique, qui est forcément beaucoup plus restreint également. Ça crée forcément moins de richesse, ça crée moins en fait, ça crée moins d'échanges. C'est l'échange à chaque fois qui crée la richesse, et forcément, on se trouve dans ce genre de situation-là, où on a beau être avec des gens avec lesquels on serait d'accord pour faire commerce, en quelque sorte, mais l'État se met entre nous deux pour dire non, ce n'est pas possible. Bah, l'État aujourd'hui en France régit un petit peu tout, hein. C'est-à-dire que le fait même d'aller prendre une pause pipi aujourd'hui peut être, tu vois ce que je veux dire, imputé à l'employeur, vous n'avez pas pris soin de votre salarié. En fait, si tu veux, il y a un manque criant de liberté et d'autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans une entreprise est régi par une loi ou par une convention ou par quelque chose. Tu regardes le code civil, le code du travail en France, j'avais regardé le nombre de pages, il était absolument aberrant. Il y a eu une inflation du code du travail qui était passée de, je sais plus, 1800 à 3000 pages en l'espace de 30 ans ou 40 ans. Je sais plus, j'avais fait le comparatif. Et tu avais en face le code du travail suisse qui était un petit bouquin comme ça, tu as un petit livret à côté de l'immense pavé, de l'immense encyclopédie du code du travail français. Pour moi, en fait, à partir du moment où tu t'immisces aussi loin dans la vie des gens et dans le domaine du privé, parce qu'au final, c'est quoi un contrat de travail? Ça n'est rien d'autre qu'une relation privée entre un individu et une société. D'accord ? Et donc, quand tu vas régir à tel point la vie des gens, mais c'est comme si tu étais un dictateur absolu. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu vivais avec ta femme et que elle t'imposait le matin, tu te brosses d'abord les dents dans tel ordre, ensuite tu te rases, ensuite, mais par contre, tu te rases avec tel rasoir, et tu vois, et puis... En fait, ça devient... C'est sans doute ce qu'on aurait d'ailleurs si on avait Sandrine Rousseau, ministre des Relations hommes-femmes. Exactement, tu vois. Donc, on arrive dans une situation où, en fait, on est dans l'hyper-contrôle. Mais cet hyper-contrôle se fait au détriment des deux parties. C'est-à-dire que le travailleur, lui, n'y trouve pas son compte. Il a beaucoup trop de machin, et des fois, il dit que, comme tu dis, il voudrait bosser plus de 35 heures pour gagner plus d'argent. Il peut pas parce qu'il y a une convention, il y a un truc, il y a un bidule. Et l'employeur, il perd en flexibilité. Il emploie quelqu'un, il a plein de règles à respecter, il n'a pas envie d'employer quelqu'un, du coup. Tu vois ce que je veux dire ? Il va se dire, bon, je préfère ne pas embaucher, c'est beaucoup trop compliqué. Donc effectivement, il y a un vrai chantier aujourd'hui de simplification du code du travail, et je dirais même des procédures administratives en France. C'est un chantier parmi tant d'autres. Mais c'est pour ça aujourd'hui que quand on parle d'expatriation, pour moi, il faut partir dans des pays où le travail est simple. C'est-à-dire que trouver du travail, c'est simple, mais donner du travail doit aussi être simple. La plupart des gens en général qui vont peut-être regarder nos contenus, une grande partie sont quand même des chefs d'entreprise, entrepreneurs. Ils se posent la question de, j'ai commencé en France, c'était très dur en France, où puis-je partir ? Moi, ma réponse, elle est simple, j'ai étudié le truc, et c'est pour ça que j'ai choisi de partir dans l'océan Indien à l'île Maurice. Il faut partir dans des pays où on peut embaucher facilement, où la main-d'œuvre n'est pas... en fait, où le fait d'avoir des employés ne soit pas un boulet.
D'accord. Ouais. Aujourd'hui, avoir des employés en France, c'est un boulet. C'est-à-dire que vous embauchez quelqu'un, vous avez le mois d'après directement l'URSSAF qui vous demande de l'argent, Ouais, qui tout à commence fait. à vous prélever les charges sociales, alors que tu n'as même pas encore commencé à payer le salaire de la dite personne. Tout à fait. Ce qui n'a aucun sens, tu vois. Oui. C'est-à-dire que tu Et- payes, et ce qui- et ce qui en- tu payes les organismes sociaux avant même d'avoir payé ton employé. Et ce qui empêche de se projeter dans le recrutement de davantage de personnes. C'est-à-dire Bien que sûr, parce que les cotisations, ces Ouais, réglementations, bien sûr. etc., fait que, en gros, à chaque fois, vous avez, quand vous créez une entreprise, en général, le premier employé, c'est le plus rentable. Lui, il a une marge de rentabilité de malade. Et puis ensuite, à chaque fois, vous avez de plus en plus d'employés. Et puis à chaque fois, vous allez regarder un peu la rentabilité marginale du dernier employé. Et à chaque fois, plus vous employez de gens, plus le dernier employé, il va avoir une rentabilité marginale assez faible. Et ensuite, un jour, vous continuez d'employer parce que vous continuez d'être rentable, etc. Et puis d'un seul coup, vous apercevez que le dernier employé, il est plus rentable. Donc à ce moment-là, c'est là que vous dites, où se situe la ligne rouge? Moi, j'ai pas intérêt, je suis pas là pour subventionner des emplois. En fait, je suis là pour créer de la richesse et pour voilà. Et donc, je vais supprimer les emplois qui ne sont pas rentables. Voilà. Et le truc, c'est que justement, la lourdeur administrative, la lourdeur des cotisations, des impôts, etc., fait que on atteint très vite cette limite de rentabilité qu'on n'aurait pas dans d'autres systèmes beaucoup plus fluides. Donc justement, on pourrait employer beaucoup plus de gens et on pense évidemment au domaine de l'industrie en France qui a été comme décimé du coup, pour tu cette peux raison. pas embaucher beaucoup de gens et les entreprises n'embauchent plus autant de personnes à cause de cette lourdeur, qu'est-ce qui se passe? On met en place des lois sociales, on met en place des plans d'aide, parce que Oui. au MAS, les gens ne peuvent plus travailler parce que les entreprises n'embauchent plus, Oui. car c'est trop compliqué. Voilà. Donc on Très va bien, obliger les entreprises. créons tout simplement des aides sociales pour permettre aux gens de vivre. Ouais. En fait, on a Exactement. créé des problèmes on a créé des systèmes qui ont engendré des problèmes, et puis ensuite, du coup, nous, on a créé de nouvelles solutions à des problèmes Ouais. qui ont été engendrés par nos mauvaises décisions. Et au Ouais. lieu de se dire, j'ai pris une mauvaise décision, c'est simple, je corrige comme dans un exercice, j'ai pris une mauvaise décision, j'annule la mauvaise décision, tant pis, je me suis trompé, on revient à bien l'ancien sûr. système. Non, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une rustine, Ouais. puis ensuite, on a recréé, cette rustine a créé un problème, on a remis une rustine, cette rustine a recréé un autre problème, on Ouais. remet une rustine, et c'est comme ça que la France a empilé, en fait, sur 50 ans, 60 ans, tout un tas de rustines qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas de gouvernement. On a eu 8 premiers ministres ou 6 premiers ministres, 6 premiers ministres en 8 ans, sous Macron, ce qui est absolument ridicule. Tu as 6 premiers ministres en 2 mandats. Et Tu vois 4 en 2 ans là. Et 4 en 2 ans, tu vois. Donc, si les gens nous posent la question, Sylvain, le gouvernement Bayrou est tombé, quelle suite? C'est très simple, quelle suite? Ça va être la même chose, en pire. Et j'ai une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ça va s'aggraver dans les années à venir. Les impôts vont monter. Ils vont créer de nouvelles taxes parce qu'ils sont obligés, ils ont besoin de trouver de l'argent. Parce que la capacité de la France à lever de la dette, c'est peut-être ce qui lui permettra de maintenir sa note auprès des agences de notation, qui sait, hein. On verra, on est en double A, je sais plus si on a été Oui, on est rétrogradé. en AA-, et là il va être question de renoter Voilà, donc si on passe en simple A, ça va être encore autre chose. Mais voilà, la question, c'est quelqu'un qui a 30-40 ans aujourd'hui qui peut s'expatrier. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller mourir pour des gens qui ne valent pas le coup. Je veux dire, est-ce que vous voulez hypothéquer votre avenir pour faire plaisir à François Bayrou, à Emmanuel Macron, à Yael Braun-Pivet, ou je ne sais pas qui, ou Gabriel Attal, un parvenu qui est au gouvernement uniquement car sa mère a des relations. Je veux dire, il n'a pas de diplôme spécialement flamboyant, il n'est pas spécialement brillant techniquement. Il est là parce que maman a des contacts. En fait, c'est ce qu'ils appellent le baby népotisme, tu sais, aux États-Unis, là, les enfants de despotes qui sont là uniquement parce que leurs parents ont des contacts, ont des connaissances. On en est là. Moi, personnellement, je vais pas gâcher 30 ans de ma vie pour Gabriel Attal, pour ces mecs-là, ou pour un système communiste, tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais faire comme notre vénérable Charles l'a fait. Voilà, 30 ans, je vais partir, je reviendrai peut-être à 60 et ça sera très bien. Tu vois. En tout cas, je reviendrai quand ce système-là aura changé et qu'ils auront coupé les règles inutiles et qu'ils nous auront fait un vrai ménage dans tout ça. Est-ce que je pense que ça va être fait à court terme? Je ne le pense pas du tout. Le pays n'est pas du tout prêt à être réformé quand tu le vois aujourd'hui. Quand tu discutes avec n'importe quel citoyen français, il n'y a aucune personne qui te parle de lourdeur administrative, de trop de taxes payées. Pourquoi?
Parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui payent des impôts en France. Ça, c'est aussi... C'est un problème démocratique. On dit souvent les riches doivent payer plus d'impôts, mais en fait, j'ai regardé la distribution de la contribution sur l'impôt sur le revenu. Je crois que t'as 10 ou 15% des ménages les plus fortunés qui payent plus de 50% de l'impôt. Ouais. C'était un chiffre absolument ridicule. Je me suis dit, mais alors attends, c'est-à-dire que la plupart des gens qui disent les riches doivent payer plus d'impôts ne payent rien en fait. Oui, bah oui, bien sûr. Donc en fait, ils l'ouvrent, mais eux, ils contribuent à rien, quoi, tu vois. Oui. Donc non, mais ça n'a aucun sens. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a rien de moins démocratique que ça. Ils vont te dire, oui, mais on paye la TVA, mais tout le monde paye la TVA, en fait. Ça veut rien dire, tu vois. La définition, c'est extrêmement simple. La définition d'une personne riche, selon une personne de gauche, c'est quelqu'un qui est plus riche qu'elle. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, il y a même des types qui, par rapport au reste de la population, sont assez confortables économiquement. Je pense notamment à certains streamers de gauche, voilà, et qui disent j'ai tant de centaines de milliers d'euros de capital. Pour moi, c'est pas beaucoup. Mais évidemment, selon leurs propres critères, ils sont pas riches. Évidemment, selon ceux qui les regardent, bah, ils sont riches. C'est toujours à chaque fois la même chose. Ils s'imaginent toujours que non, mais il y a toujours pire milliardaire que moi. Et d'ailleurs, il peut y avoir même des milliardaires de gauche qui pourraient avoir peut-être cette définition-là dans leur tête. Chaque fois, c'est... Donc la vraie question que nos auditeurs doivent se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils ont envie de sacrifier leur vie pour un système qui très probablement les déteste, parce que nos auditeurs ne sont pas des assistés, c'est des gens qui travaillent, qui contribuent positivement à la société. Et moi, quand je me pose ces questions, je me dis mais écoute, je veux dire, pas de souci, j'aime mon pays, tu vois, mais ce pays n'existe plus en fait. Le pays que tu aimes, qu'on a tous aimé, le Concorde, Charles de Gaulle, le nucléaire, ça n'existe plus. C'est-à-dire que c'est fini en fait. On vit dans le passé, ça n'existe plus. C'est un imaginaire qui n'existe plus. Et même si on voudrait le faire revivre, on est tellement peu. Sur 66 millions de personnes, on doit peut-être être 500 000 à vouloir ça, qu'au final, ça n'aurait aucun sens, tu vois, quand tu réfléchis. C'est-à-dire que t'as peut-être 65... Enfin, tu vois, t'as 65 millions de personnes, allez, imaginons qu'on soit 1 million à vouloir ça. Il y a 65 millions de personnes qui ne veulent pas ça. Donc ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire que nous, 1/6, 1/7, on va imposer notre volonté à tout le reste. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, même d'un point de vue démocratique, ça n'a plus aucun sens. Si le pays était comme nous, tu avais 30-40 millions de personnes qui pensaient comme nous, qui voudraient le retour d'une France forte, un État stratège, le Concorde, voilà, Charles de Gaulle, les puissances diplomatiques à l'étranger, etc. Ouais, bah on est 30-40 millions, moi je veux bien me battre, parce que je sais que on est tous ensemble dans le truc. Et là, on n'est même pas 500 000, je pense, tu vois. Donc c'est une vraie question pour moi, c'est une question de pragmatisme, c'est-à-dire qu'on peut vivre dans un monde idéal, idéologique, où on se raconte des histoires, mais à un moment donné, à la fin de la journée, on a quand même des enfants à élever, on a une vie à vivre. Vrai. Donc vivre dans les rêves, c'est bien, vivre dans le vrai monde, c'est mieux, de façon pragmatique. Soyons logiques, en fait. Et les gens les plus intelligents de cette planète sont logiques. Regarde, tu parlais de Charles qui est parti à 30 ans, et s'il regrette son choix, je ne pense pas, c'était une très bonne décision. Donc moi, personnellement, je vais prendre cette décision, et à mon avis, je n'aurai aucun regret. Et je pense que ceux qui partent et qui nous regardent ne doivent avoir aucun regret, ils prennent la bonne décision pour leurs enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, avec la situation politique et institutionnelle telle qu'elle nous est présentée, on n'a pas forcément d'autre choix que de faire avec. J'ai le sentiment que ce qu'on peut espérer de mieux, finalement, de notre point de vue, c'est un choc exogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une situation qui est un peu tendue sur la dette. On voit les écarts de taux soit qui s'écartent avec ceux qui ont une meilleure dette que nous, soit au contraire, qui se limitent avec, par exemple, l'Italie. Qui nous a pris la France, aujourd'hui, emprunte plus cher que l'Italie sur 10 ans. Ouais. Tu vois, en termes de taux, on emprunte plus cher qu'eux. Donc c'est quand même un signal fort. Hein, oui, alors que l'Italie, justement, tu parlais de notation tout à l'heure, l'Italie, ils sont BBB+. Bien sûr. Donc c'est finalement que le marché nous prend pour un BBB+, ou alors qu'ils prennent l'Italie comme un AA-, tel qu'on est, ou quelque part entre les deux. Quelque part entre les deux. Voilà, c'est certainement un peu des deux. Voilà. Mais oui, d'un point de vue politique et... démocratique. Là, je ne vois pas vraiment de porte de sortie particulièrement souhaitable. À chaque fois, ce qu'on dit quand même sur cette chaîne, c'est que on préférerait malgré tout avoir une majorité RN que le reste, mais on constate, on en parle tout le temps. Ils ont énormément moi, de problèmes. ce qui m'a déçu chez eux, c'est qu'au final, quand tu regardes la façon dont le RN déjà a géré ses comptes, ils ont mis du temps à redresser les comptes de leur parti. Donc, oui, c'est vrai. Donc, ils ont réussi à se remettre à zéro, mais tu vois, ça a pris du temps, ils ont galéré. Donc, je me dis, bon, c'est déjà si sur un parti politique,
ils ont du mal sur la France. Je vois pas comment ils vont réussir à gérer. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Alors après, on pourrait dire que c'est surtout parce qu'ils avaient contracté beaucoup de dettes à l'époque de Jean-Marie Le Pen et voilà. Après 2017, ça s'est peut-être, mais bon, après ça reste des gens qui comme La République En Marche, comme tout le monde. En fait, c'est pas des gens issus du secteur privé, c'est des gens en fait politiciens de carrière. Donc on peut pas diriger un pays avec du vent. Preuve en est, ça fait 50 ans qu'on dirige le pays avec du vent et aujourd'hui on est à l'acte final de cette grande mascarade. Donc je pense qu'il faut des vraies compétences, des compétences techniques. Alors il y a un mouvement qui est extrêmement intéressant, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi je regarde ça avec stupéfaction sans vraiment savoir ce que ça va donner. Mais tu sais, il y a un homme d'affaires qui s'appelle Pierre-Édouard Stérin qui a un projet qui serait d'essayer de promouvoir en fait des valeurs un peu traditionnelles, les valeurs de la France entre guillemets éternelle. Bon, est-ce que ça prendra, est-ce que ça prendra pas? Ça, seul l'avenir nous le dira, mais enfin je trouve l'initiative intéressante, c'est un petit peu l'initiative de la dernière chance quand on réfléchit. Et à la limite, c'est peut-être le dernier espoir parce qu'on aurait quelqu'un de la société, du monde du privé, en fait, quelqu'un qui a brillamment réussi dans les affaires, qui ne va pas se porter, alors il ne se portera pas candidat de ce que j'ai compris, mais qui essaye de trouver des gens qui ce qu'il veut faire, qui iraient dans le thème du libéralisme et tout ça. À voir, franchement, c'est peut-être la seule chose qui peut me donner éventuellement un certain espoir. Mais enfin, je demande à voir. L'initiative est extrêmement bonne. Moi, je suis totalement pour qu'on ait des projets comme ça, une espèce d'institut comme ça qui essaye déjà de percer sur les différents médias pour faire un peu porte-voix d'un certain discours. Et puis d'autre part aussi qui essaye d'alimenter des partis politiques avec d'une part un personnel compétent et d'autre part avec un véritable projet et la volonté de former ceux qui sont amenés à devenir cadres, parce qu'on voit quand même la qualité parfois de certains candidats aux législatives ou à d'autres élections d'ailleurs chez le RN, ça laisse quand même à désirer, et je trouve qu'aujourd'hui en 2025 où c'est un parti de masse, ça devrait pas être le cas. Je pense que le RN n'est pas forcément le plus c'est pas les plus à critiquer quand je regarde c'est pas les pires, mais quand je regarde la qualité des candidats, moi j'irais plutôt crier sur LFI. Ah oui, bien sûr. Quand on voit la qualité des candidats qu'ils proposent, on est dans le populisme le plus meurtrier qui existe. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la caricature du votez pour moi, je défends les misérables pauvres contre les méchants riches. LFI, c'est pire que tout. Mais je trouve que l'ORN, il devrait avoir aujourd'hui un certain standing. Je peux comprendre qu'en 2007 ou en 2012, ce soit pas forcément évident. Mais aujourd'hui, quand même, il devrait avoir l'embarras du choix. Ils font avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire que le pays est ce qu'il est. Et donc, du coup, ils recrutent. Enfin, voilà, Donc c'est ça aussi qui fait un peu peur, c'est que l'ERN serait, donc imaginons que ça soit le seul parti un peu propre, malheureusement leur programme économique aujourd'hui est aujourd'hui à gauche, donc ça fait un peu peur. C'est-à-dire que tu peux voter pour eux parce que ça a l'air d'être le moins pire. Derrière, on n'aura pas une libéralisation du marché du travail, une économie plus fluide. Non, c'est toujours à chaque fois la même idée, c'est-à-dire moi je vais prendre les finances publiques. C'est ça. Moi je vais prendre les finances publiques, vous inquiétez pas, le problème c'est pas le nombre d'impôts, c'est que juste c'est mal dépensé. Si moi je dépensais à la place de ceux qui nous gouvernent, ce serait beaucoup mieux. Ça veut rien dire. Et là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, même si je pense qu'il faudrait quand même avoir une plus large part de gens issus de la société. Des bâtons, ça va être sympa, ça. Je pense qu'il faudrait plus de gens issus de la société civile dans la politique. Je pense que ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a une trop grande concentration de gens qui sortent de l'ENA et tout. Clairement, ça n'a pas marché pour notre pays. Sur le plan, académique, ils sont très forts, mais sur le plan politique... Dans la vraie vie, c'est différent. En revanche, ce que je veux, c'est que si vous êtes issu de la politique pour la politique, simplement, il ne faut pas se mettre à la place des entrepreneurs et se dire, les entrepreneurs qui ne comprennent rien à l'économie, moi, je vais organiser l'économie parce que moi, avec mon cerveau d'organisateur étatique, ça marchera beaucoup mieux. Et du coup, simplement, je veux bien être issu de la politique, mais à ce moment-là, rester dans le milieu politique. Le problème, c'est que ceux qui sont des grands planificateurs, comme Jean-Philippe Tanguy et tous les autres qui nous gouvernent, même s'ils ne sont pas issus des mêmes partis, ils n'ont pas toujours les mêmes idées, mais enfin, dans leur tête, ça reste quand même des grands planificateurs. Ils se disent, ils sont un peu
peu comme dans un jeu de stratégie, un jeu de plateau, en se disant non mais moi si j'organisais le pays comme ça, vous inquiétez pas, ça marcherait super bien. Non, laissez les gens organiser leur propre vie et leur propre entreprise comme ils l'entendent, et vous inquiétez pas, ça se passera très bien au niveau du pays. Moi c'est ça que je critique. C'est pas tellement le fait de vouloir être issu de la politique ou de la société civile, mais c'est le fait de juste rester à sa place. À ce moment-là, si vous êtes issu de la politique, vous restez à votre place et vous prenez pas la place des entrepreneurs parce que, croyez-moi, vous ne savez pas faire. Pour moi, on n'a pas vraiment de désaccord, parce qu'au final, on pense la même chose. Oui. Peut-être la seule chose que je compléterais, c'est que pour moi, on ne devrait pas faire de politique pour la politique. C'est-à-dire que, tu vois, déjà, cette notion de politicien de carrière, je trouve qu'elle est absolument folle. Ça veut rien dire, être un politicien de carrière. C'est être quoi ? C'est être, en fait, un communicant. Parce qu'un politicien, qu'est-ce qu'un politicien oui. de façon assez élémentaire, si on remonte le fil intellectuel du politicien? Le politicien n'est rien d'autre que la vitrine, que la courroie de transmission d'une idée populaire, d'accord ? Je sais pas, allez, simple. Les gens aiment pas l'insécurité, donc ils se disent c'est à cause des immigrés, très bien. Ouais. Il faut quelqu'un qui représente ça. On va prendre un mec qui représente cette population et qui va crier du mieux possible. On veut plus d'immigrés parce que y a de l'insécurité. Ouais. Donc au final, c'est quoi ? C'est être le meilleur communicant, Ouais. le meilleur packaging. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un métier de représentation, mais c'est ridicule. C'est-à-dire que Et encore... ça n'est pas... Quand tu réfléchis à tout ça, en fait, on peut pas. C'est normal qu'on soit en situation de faillite. C'est-à-dire qu'on a donné de l'importance à la forme et non plus au fond. C'est ça le problème de notre société. C'est qu'au lieu d'aller et c'est un vrai débat de société, parce qu'en Asie, ils le disent, nous on s'en fout de la démocratie, ce qui compte c'est les résultats. Nous, on s'est peut-être trop attaché à la liberté de pouvoir choisir quelque chose au détriment du résultat. Mmh. Et ça a été, je pense, notre grande erreur. Et je pense que si on veut vraiment changer les choses dans les années à venir, il faut qu'on fasse beaucoup plus attention au fond qu'à la forme. Le problème, c'est que la population étant ce qu'elle est, on vit dans une société aujourd'hui qui est polarisée et qui adore, en fait, et qui adore tout ce qui est extrême. Donc plus je dis que je vais taper sur le riche, plus ça va plaire à une certaine frange. Plus je dis que je vais taper sur, je dis une bêtise, l'immigré, ça va plaire à une autre frange. Et donc l'idée, c'est plus tu tapes fort, plus tu auras de votes, plus tu vas polariser la société, plus tu pourras vivre sur cette rente politique. C'est une rente, la politique. C'est vrai, il y a une notion de rente, effectivement. Et donc en fait... c'est un métier de communicant, c'est de la forme au détriment du fond. Le fond, c'est le futur, c'est le long terme, c'est l'avenir de nos enfants. On vend l'avenir de nos enfants pour créer des rentes, pour alimenter des rentes de politiciens à court terme. Quand tu réfléchis au jeu dans lequel on évolue, en France, c'est ça en fait, tu vois. C'est triste. C'est aussi pour ça que je veux partir, c'est parce que je sais qu'il n'y a pas d'issue. On vit dans un jeu de communicants et c'est tout. Et en fait, tant que les gens ne comprendront pas qu'on est en train de faire du vent, du cinéma... Mais on n'avancera pas. J'ai envie de dire, tu dis que les politiciens sont en quelque sorte des courroies de transmission qui véhiculent en fait certaines idées. En plus de ça, j'ai envie de dire, eux-mêmes ne contribuent pas tellement à la popularité de ces idées-là. C'est-à-dire qu'en fait, même dans le domaine politique, dans le domaine des idées, au final, c'est beaucoup plus le secteur privé qui va, donc plutôt les journalistes ou certains streamers ou des créateurs de contenu, des types qui écrivent sur Facebook ou sur Twitter ou j'en sais rien. C'est beaucoup plus ces gens-là en fait qui vont faire émerger la popularité d'une idée. Même un type comme, on peut prendre un type comme Éric Zemmour qui a fait les deux. Et au final, Éric Zemmour a beaucoup plus contribué à la popularité de ses propres idées en tant que journaliste qu'en tant que politicien. Jordan Bardella, il a tout le talent qu'on veut, je lui accorde bien, mais je sais pas s'il a vraiment contribué à la popularité des idées qu'il porte. Il en a plutôt été le réceptacle au final. C'est plutôt, il bénéficie plutôt du fait que il y a plein d'autres gens qui font popularité, qui popularisent les idées qu'il porte. Non, j'ai une blague, mais attends, non, c'était marrant. Qu'est-ce qu'il y avait sur Bardella ? Oui, Bardella. Mais Bardella, c'est un bon exemple parce que c'est Gabriel Attal version droite, tu vois. C'est marrant, c'est la même chose. C'est Gabriel Bardella, Jordan Bardella, son CV, c'est je suis sorti avec la fille de Marine Le Pen ou sa nièce ou je sais plus, que sais-je. Et puis, je sais pas, j'ai une belle gueule, donc voilà, je suis le représentant du RN. Tu te vois en fait, à un moment donné, faut être réaliste.
tu te vois être toi dirigé par un parvenu comme ça, un mec qui sert à rien. Enfin, honnêtement, je sais pas. Pour le coup, je suis pas un fétichiste du diplôme. Il y a bien sûr des gens qui sont très intelligents moi, tu et sais, en général, moi, à la limite, si il y a une on devait corrélation. choisir, je suis fétichiste des résultats, tu vois. C'est qu'est-ce que Oui. tu as accompli dans ta vie? Est-ce que t'es bouillant? Oui. Est-ce que tu as Je veux réussi bien à créer entendre. quelque chose de grand? Est-ce que tu as créé quelque chose qui a transcendé ta vie, t'as changé la vie des gens? Est-ce que tu es bon, en fait, tout simplement, tu vois? Quels sont tes accomplissements? Moi, quand je vois des enfants de 30 ans, des Gabriel Attal, des machins, moi, regarde, j'ai 30 piges, j'ai accompli pas mal de choses dans ma vie, mais je pourrais pas me dire, je vais diriger le pays Ouais. qu'est la France. Alors que je suis sûr que si je fais la liste des accomplissements, j'en ai même plus que ces deux-là réunis, tu vois, entre tout ce que le nombre de gens que j'ai dû servir. Et pourtant, j'ai l'humilité de me dire, bah écoute, d'abord j'accomplis, après je verrai, tu vois. Pour moi, il faut revenir à des politiciens qui ont 50, 60 ans, qui ont été des capitaines d'industrie, tu vois, qui ont changé des choses, qui ont du poids, qui ont du pouvoir, qui ont réussi des choses. Parce que ce sont des gens qui ont des accomplissements. En fait, c'est comme quand tu vas faire la guerre. Ton lieutenant, ton colonel, tu veux que ça soit quelqu'un qui a fait la guerre. Tu veux pas que ça soit... Ouais. Non, mais imagine qu'on parte faire la guerre, Léonard. Tu veux être dirigé par... Voilà, ton colonel, c'est un mec qui a fait... qui a fait Saint-Cyr, mais imaginons que ça soit juste le pistonné parce que c'était le fils de... Versus à côté, t'as un vieux briscard qui a fait la guerre, je dis une bêtise, qui a fait l'Indochine, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, et puis qui a 100 ans et qui est encore en forme, tu vois. Bah, c'est qui que... Enfin, tu vas suivre les ordres de qui, naturellement? Naturellement, Bah, c'est sûr, le type qui a fait la guerre a plus d'autorité. Pour oui, nous, c'est sûr, parce il y a plus de légitimité là-dessus. parce qu'il a fait les choses. En fait, il a fait des choses, il s'est trompé, mais il connaît le chemin d'une certaine façon. Et ben là, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, en France, et c'est ça qui me désespère et qui fait que j'ai vraiment envie de quitter ce pays, c'est qu'on est prêt à donner les clés de ce pays à des Gabriel Attal, à des peut-être Jordan Bardella, ou n'importe qui, des gens qui n'ont rien accompli. Et on leur donne la dissuasion nucléaire, on leur donne les clés du pays, d'un des pays les plus puissants du monde. Et des gens qui sont extrêmement brillants, qui vivent dans ce pays-là, vont devoir répondre de leurs actes et obéir à quelqu'un qui est un dirigeant qui est absolument stupide. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas, moi, en tant qu'être humain, vivre et respecter les ordres de quelqu'un qui est qui est plus stupide que moi. C'est pas possible, tu vois. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est plus intelligent au-dessus de moi, sinon ça marche pas. Et des comme moi, il y en a plein dans ce pays, tu vois. Parce que la France est un pays d'esprit libre. Il y a beaucoup de gens qui ont un esprit critique, qui sont indépendants. C'est d'ailleurs une des forces de la France, c'est de réussir à créer des gens qui ont cette liberté de penser, cet esprit critique si fort qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Dans les pays anglo-saxons, on forme plutôt des gens disciplinés. En France, on a la force de former des gens qui savent réfléchir. Et donc, je pense que dans l'ADN du français, bien constitué, c'est très difficile d'accepter d'être dirigé par plus bête que soi, en fait. Tu vois, tu peux pas, c'est la chaîne alimentaire. Tu veux forcément que la personne à la tête de ta chaîne alimentaire soit la plus forte. Tu peux pas. C'est vrai. T'es un lion, tu peux pas être gouverné par un mouton. Ça n'existe pas, en fait. Tu vois. Ouais. Et des Français qui pensent comme moi, il y en a plein, en fait. Ouais, le problème, c'est juste le manque de possibilités. C'est-à-dire que là, on n'a pas vraiment de candidat idéal. Pas d'alternative. Ouais, Alors à pas ce moment-là, d'alternative. il faut partir, tout simplement. Il faut partir dans un pays où il y a des choses qui te permettent de vivre ta vie correctement pendant quelques temps. Et comme l'a très bien fait Charles, voilà, au bout de 20-30 ans, tu repasses peut-être plus tard. Pourquoi pas? C'est pas un adieu définitif. C'est un au revoir. Et puis c'est comme si, tiens, imaginons, je prends une analogie que tout le monde va comprendre. Vous grandissez dans une famille, je sais pas, votre père est alcoolique, votre mère est dépressive, vous les aimez, mais en réalité, c'est que le cadre est pas bon, quoi. Oui. Donc tu pars en espérant que peut-être que ça s'améliore, peut-être que le père va arrêter de boire, la mère arrêtera de prendre des cachets. Tu les aimes, mais forcé de constater qu'on peut pas. Propre bien, forcé de constater que c'est pas là où tu vas atteindre les sommets, donc tu es obligé de partir. Pour moi, c'est la même chose. La France, c'est une bonne analogie, je pense. Oui. La France, on l'aime, mais aujourd'hui, elle est malade et dépressive. Désolé maman, je te kiffe, mais voilà, pour mon propre bien, il faut que j'aille ailleurs, en fait, tu vois. Oui, c'est une analogie. Moi, je le vois vraiment comme entendre. ça, tu vois. On est obligé aujourd'hui. Tout à fait. Pour notre propre bien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu parlais justement de Pierre-Édouard Stérin. Alors, Pierre-Édouard Stérin a été critiqué forcément, par la gauche parce qu'ils disent oh là là, il se veut patriote français, mais il sais, paye ses impôts en Belgique. Tu sais, un blanc catholique et en plus qui a réussi dans les affaires.
Là, c'est toute l'hérésie un petit peu de la gauche, tu vois. C'est tout ce qu'ils détestent. Oui, tu vois, c'est l'incarnation du mal, tu vois. C'est le démon, tu vois. C'est un condensé. Mais du coup, on dit mais alors tu te dis patriote, etc. Mais tu payes tes impôts en Belgique. J'ai envie de dire, c'est parfaitement logique, puisque si tu payes tes impôts, si tu es plutôt de droite en France et que tu payes tes impôts en France, tu finances littéralement ce qui va contre toi. C'est-à-dire que l'État français, tu payes ton ennemi, voilà, va financer une justice gauchiste, va financer tout un système et puis le étatique le compte pour un catholique, on va financer, tu sais, il y avait le djihadiste là, le mec syrien qui était un ancien d'Al-Qaïda qui a brigué la direction de la Syrie. Comment il s'appelle déjà Alors là, je vais pas avoir le nom, je vais pas le retrouver. Il a été reçu à l'Élysée par attends, si, je vais l'avoir. Jean-Noël Barrot. Joulani. Voilà, c'est ça. Quelle déclaration a faite la France ? La France va aider au développement de la Syrie en finançant, en donnant une aide financière. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est qu'en fait, en plus, tu donnes de l'argent à des gens qui viennent chez toi t'égorger. Enfin, il y a aucun sens dans ce pays. C'est un panier percé. C'est-à-dire que les finances publiques sont un panier percé. Et donc, forcément, ce cher monsieur est parti en Belgique payer ses impôts pour ne pas financer, au final, quoi ? Pour ne pas financer des détournements de fonds massifs, c'est ça ? Pour ne pas financer le gauchisme, pour ne pas financer les associations pro-migrants. Donc au final, quelle légitimité ont ces gens à critiquer ? Pour ne pas financer les aides à la presse qui derrière vous insultent, oui, sans blague. Ouais, exactement. C'est un peu, finalement, c'est parfaitement logique. C'est parfaitement logique. Oui, à ce titre-là, effectivement, il n'y a pas vraiment de patriotisme économique, ou en tout cas de patriotisme moral à rester en France. Tu sais, la notion de patriotisme est très subjective. Hein. Au final, on invoque le patriotisme quand il faut faire payer les gens, quand il faut faire sortir le chéquier. Mais par contre, quand il faut aider les entrepreneurs ou en tout cas leur alléger la vie, il n'y a pas de patriotisme. Tu vois, donc, c'est quand même un outil, un outil de coercition morale à géométrie variable, le patriotisme. Hein. Et alors, toi, tu as vécu en Suisse ces dernières années ? Ah non, j'ai vécu à Nice en France. Ah, à Nice. Ouais. Ah oui, je crois que mais j'ai voulu à un moment donné m'expatrier en Suisse. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, tu as vécu à Nice. Ouais. Déjà, c'est quoi ton expérience de Nice ? Est-ce que c'est plus sympa que Paris ? Nice, écoute, j'y suis allé en 2019, un peu par hasard. J'avais un rendez-vous en fait partenaire là-bas. On m'avait invité pour me présenter des choses. Au final, j'ai été j'ai été recruté par la boîte qui voulait être mon partenaire, donc c'est marrant. La vie est bien faite. J'y suis allé totalement par hasard en 2019. J'ai trouvé la ville belle. On m'a proposé un poste là-bas, je l'ai accepté. Je suis resté 6 mois. Je devais partir au Moyen-Orient à Dubaï, donc j'ai été muté d'ailleurs à Dubaï. Je suis parti là-bas quelques temps. Mais j'ai rencontré ma femme sur les 6 mois où je suis allé à Nice. Et au final, j'y suis resté 6 ans. C'est une ville qui est très agréable. Honnêtement, si la France n'était pas en situation de phase terminale, oui, je serais sûrement resté à Nice parce que c'est très agréable. Il fait beau toute l'année. Enfin, tu vois, on est à côté de l'Italie, on a la mer, t'as une belle vue. Enfin, tout est super sympa. C'est par contre, en revanche, la ville la plus, je crois, vieille de France. Ouais, donc, ça m'étonnerait pas, ouais. Donc des jeunes, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes entouré en permanence de personnes âgées. Retraités, ça peut être sympa. Ça peut être sympa au début. À la longue, c'est quand même compliqué à vivre quand on est jeune parce qu'en fait, on a personne. On a très peu de gens de notre âge, donc tu te retrouves en minorité en fait. Tu vois, des gens de 30 ans, 40 ans, il y en a très peu. Et ça manque un peu de vitalité peut-être. Ça manque de vitalité, ça bouge pas trop, et donc en réalité, c'est bien quelques années. Je pense qu'après, vivre toute une vie là-bas, c'est super quand on est retraité, je pense. Tu vois. T'as 60 ans, t'as terminé ta vie, tu vas à Nice, c'est très bien. Quand t'es jeune, ça manque de punch, tu vois, ça manque de dynamisme. On a aussi un problème, ça me fait penser à quelque chose, c'est notre manque de subsidiarité en France. C'est-à-dire qu'on parle... Tout est centralisé. On parle d'expatriation. Aux États-Unis, on voit un phénomène qui s'est vraiment amplifié ces dernières années. C'est des gens qui disent, moi je vis dans un État qui ne correspond pas vraiment à mes valeurs d'un point de vue économique, d'un point de vue moral. Voilà. Donc il y a plein de républicains qui vivaient en Californie, qui se disaient... je suis parti au Texas. Voilà, je suis parti au Texas. Il y a des entreprises qui ont fait la même chose aussi. Elon Musk a fait ça avec SpaceX. C'est pas le seul d'ailleurs. Et donc des types qui partent de New York pour aller dans le Kansas ou je sais pas où, bref. Et peut-être il y a sans doute le phénomène inverse, peut-être des démocrates qui se disent c'est quoi cet état de fasciste qui est devenu le Texas, donc moi je vais aller en Californie ou je sais pas où, bref. Et on n'a pas cette possibilité là en France. En France, c'est
Ça doit être C'est partout tout, pareil, avec tout, rien, ouais. des petites variables. Évidemment, vous pouvez être dans une ville plus ou moins gauchiste, ce genre de choses, mais c'est quand même très minime, quoi. Ouais, c'est très C'est minime. globalement, c'est quand même très C'est centralisé. uniformisé. On peut pas choisir vraiment un mode de vie en fonction du lieu dans lequel on habite en France. Alors que par exemple, sans doute dans le sud-est de la France, si on pouvait choisir un peu le modèle fiscal et comment dire et culturel dans lequel on est, Ah oui, bah, ça le vote sud- tellement à droite qu'à Ah mon non, mais avis le ce serait Sud-Est, particulier. ouais, Quoi. Nice, ça serait l'État le plus libéral de France, je pense. Ouais. Hein. Le comté de Nice, il y a même un gars qui rigolait, qui disait qu'il voulait créer le comté de Nice avec Ce avantages serait sans doute fiscaux. pas une mauvaise idée. Ça serait la Floride de la France, c'est sûr. Ouais. Hein, bah, c'est évident, il y aurait tous les riches. Ouais, c'est clair. Ça serait marrant. Hein. Non, mais honnêtement, cette question de la subsidiarité, au final, ça reste le débat allemand versus français. C'est est-ce qu'on centralise tout à Paris ou on crée des lenders, des régions. Ouais. Et moi, je suis plutôt pour la décentralisation parce qu'au final, qui de mieux que la personne sur place pour savoir si une loi est applicable ou non et dans quelle mesure l'appliquer. En fait, c'est le bon sens, mais on ne l'applique pas pour une seule raison, c'est que ça profite, ça profite à celui qui a le pouvoir à Paris, en fait. Ouais. Donc lui, il le lâchera jamais, c'est sûr. C'est sûr. Donc ça devra être pris par la force, en fait, en réalité. Il n'y a que par la force que les gens retrouveront leur souveraineté. Mais si on attend de manifester pour avoir le droit par région de décider, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. Ouais. Parce qu'effectivement, je pense que le sud-est, la région PACA, c'est quand même une région qui concentre énormément de richesses, ouais, hein, honnêtement. Et qui vote depuis assez longtemps, d'ailleurs, très à droite. Ah bah c'est la seule région de droite de France, je pense, hein, parce que quand tu voyages un peu partout... non, je pense que c'est la région la plus à droite de France. Ouais. Il y a le nord qui vote très, très RN, mais okay. Le sud-est est quand même plus orienté libéral économiquement. Il y a une tradition, il y a une tradition un peu conservatrice. Hein. Tu sais, t'es proche de l'Italie, il y a beaucoup d'églises. Les gens sont très attachés à leur. C'est plus la droite Marion Maréchal, quoi. C'est à l'ancienne, quoi. Tu vois, je pense, c'est catholique, c'est la famille. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment dû aussi à la culture italienne. Quand tu vas à Nice, il y a beaucoup de familles italiennes. De très anciennes familles niçoises, en fait, parlent très souvent italien, même s'ils ont leur propre langue. Et donc, t'as cette influence très forte de la famille est très importante, l'église, etc. Et donc c'est pour ça qu'ils sont juste traditionnels. Mais en vrai, c'est comme quand tu vas en Amérique du Sud, ils sont tous cathos, tu vois, ils sont tous chrétiens, ils vivent tous en famille. Bah, c'est la même chose que, voilà. C'est juste que nous, on n'a plus l'habitude en France de ça. On a tué le tiers-état, tu vois. Donc voilà, plus de clergé. Ouais. Et alors là, du coup, tu prévoyais d'aller en Suisse, mais changement de programme. Finalement, ce sera plutôt l'île Maurice. Alors pourquoi ? Écoute, moi je pense que la Suisse aujourd'hui prend une direction qui est assez dangereuse. Qui est assez dangereuse parce qu'ils se font attaquer en fait de tous les côtés par l'Union européenne. En fait, l'Union européenne a horreur de ce qui se passe en Suisse, du modèle suisse. Parce que pour eux, c'est le fascisme. Hein, parce que vous comprenez, le Suisse vit dans une confédération déjà. C'est quoi ça ? Il n'y a pas un pays avec un patron qui décide de tout. Ah non, il y a plein de gens qui décident, mais attends, c'est qui ? C'est pas des ducs, c'est pas des petits patrons. Ah non, c'est les gens qui décident. Mais ça, on n'aime pas, nous. Donc tu vois, ça, c'est un modèle que l'Union européenne déteste. Ils sont entrés en négociation avec la Suisse. Donc c'est ce qu'on appelle les bilatérales 3. Il y a des négociations qui sont actuellement en cours. Et l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que les traités européens soient supérieurs à la Constitution suisse. En gros, l'Europe passe, je sais pas, je dis une bêtise, une norme, c'est au-dessus de la Constitution suisse, donc en gros, l'Europe est au-dessus de la Suisse, quoi, tu vois, tout simplement. Un peu comme nous, hein. Nous, c'est ça. Nous, en France, les textes européens sont supérieurs aux textes français. Ouais. Donc c'est une annexion qui ne dit pas son nom. La question, c'est que le Conseil fédéral suisse est plutôt en faveur d'un rapprochement avec l'Union européenne, donc est plutôt en faveur d'une trahison du peuple suisse pour se rapprocher de l'Europe, sauf qu'en Suisse, il reste encore la votation. Et donc, en 2026, l'année prochaine, les Suisses doivent voter. Il y a une incertitude. Est-ce qu'ils vont rejeter les bilatérales 3 ou est-ce qu'ils vont accepter ? J'en sais absolument rien, honnêtement. Ça va être un 50-50. Il commence à y avoir des campagnes de communication dans les médias suisses en mode il faut dire oui au bilatéral 3, l'Union européenne est une bonne chose. Enfin, on est en pleine guerre là Moi, j'ai pas envie de reprendre. En fait, si tu veux, si c'est pour déménager et retrouver ce que j'ai fui, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc déjà, de ce point de vue-là, je voulais plus dépendre du carcan de l'Union européenne parce que je sais qu'ils mettent beaucoup de normes et que ça complique la vie de tout le monde et que c'est invivable pour quelqu'un qui entreprend ou qui travaille.
D'accord, si tu dépends de l'État, c'est super, tu vois, tu fous rien, ils t'aident, machin. Mais si tu veux être indépendant, avec eux, c'est la merde. Donc, je me suis dit déjà ça ne me convient pas. Et puis de deux, deuxième argument, je voulais absolument aller dans une juridiction common law, tu vois. Une juridiction qui ne soit pas code civil ou un hybride du code civil ou un dérivé du code civil. Je veux avoir l'opportunité de pouvoir réellement entreprendre, réellement innover. Et voilà, et me tromper sans que ça me coûte la peau des fesses, tu vois. En France, avec le code civil, tu te trompes, ça peut être une infraction pénale, tout de suite, ça part dans tous les sens. Dans les pays code civil, en général, c'est une amende parce que tu t'es trompé, ce qui arrive, et parce qu'ils reconnaissent le droit à l'erreur, entre guillemets, tu vois. Donc voilà, mais c'est adapté à mes objectifs. Après, chacun ira dans la juridiction qui lui convient le mieux, quoi. Ouais. Et après, on en discutait tout à l'heure avec Charles. Tu pensais peut-être, parce que forcément, il y a dans l'expatriation, il y a soi-même. Et puis, passé un certain âge, en général, il y a aussi un projet parental, c'est-à-dire qu'on ne s'engage plus soi-même. À la limite, on peut subir quelques difficultés pendant un temps. Et puis après, on engage sa femme, et puis après, on engage ses enfants aussi. Donc, il y a aussi l'aspect éducatif, etc. Et puis, on va essayer, en général, de rechercher une certaine stabilité, de ne pas forcément changer de pays tous les 4 mois, parce que sinon, pour les gamins, c'est un peu compliqué. Et donc, derrière, tu disais que l'idée, c'est peut-être de faire l'île Maurice pendant 4-5 ans. Et puis ensuite, quand tes enfants atteignent un certain âge où il faut commencer à apprendre à lire, à écrire, etc., peut-être le Canada. Alors pourquoi aussi ? C'est une hypothèse. Après, honnêtement, dans 4-5 ans, le monde aura tellement... En fait, en 2030, je pense que le monde aura tellement changé que c'est difficile de se projeter. Ça se trouve, les zones économiques les plus intéressantes seront plutôt l'Asie du Sud-Est, et donc c'est là-bas qu'il faudra être et qu'il faudra se développer. Mais le Canada me paraissait assez intéressant déjà. Bon, c'est vrai que t'as une énorme population française qui immigre là-bas. J'avais regardé le taux d'expatriés français sur 100 expatriés français qui partent à l'étranger. T'as plus de 20% qui partent au Canada quand même. Ouais. Donc c'est intéressant. Mais après, ce qui est vraiment intéressant au Canada, pour moi, c'est le côté, c'est les États-Unis, mais sans non plus toute la folie des États-Unis. Tu vois, tu as ce côté marché des capitaux, tu as ce côté finance, entrepreneuriat qui est extrêmement intéressant, sans peut-être la folie complète des États-Unis où, tu vois, ça peut partir dans des excès des fois un peu trop fous, parce que c'est quand même une société qui est quand même assez violente. Le Canada me paraissait un bon compromis. C'est une bonne base pour, je pense, élever une famille avec de bonnes valeurs, une bonne qualité d'éducation, des infrastructures sympas. Et puis pour les impôts que tu payes, t'en as, tu vois. C'est-à-dire que tu vas payer des impôts, certes, ça va te coûter la peau des fesses si t'as un bon patrimoine, mais derrière, on te le rend plus ou moins bien. Moi, j'ai commencé à étudier le dossier, je me suis dit, ça coûte cher, mais en face, ça envoie, donc c'est ok, tu vois. Moi, j'ai été habitué ici en France à payer cher pour pas grand-chose, donc en soi, en vrai, j'ai l'impression de faire une bonne affaire partout ailleurs, quoi, tu vois. Je paye, mais au moins, j'ai des services. Donc écoute, je pense que c'est un dossier qui s'étudie. Après, encore une fois, il n'y a pas de paradis, d'accord ? Nulle part, c'est le paradis. Mais chacun doit choisir des destinations qui soient cohérentes avec son profil. Moi, mon profil est très simple, financier de carrière, chef d'entreprise, donc je vais dans les juridictions qui sont intéressantes pour ce type de profil-là. Maintenant, si vous êtes, je dis une bêtise, industriel, vous irez peut-être aux États-Unis, tu vois, c'est là-bas où l'énergie coûte pas cher. Si tu es dans la technologie, tu iras très probablement à San Francisco ou peut-être même en Asie, même si c'est un peu plus dur. Voilà, tu iras plutôt dans des centres technologiques. Absolument. Donc tout dépend vraiment de ton set de compétences. Mais alors là, je me pose une question justement par rapport à tes valeurs, parce que tu disais, d'ailleurs, je comprends tout à fait, à juste titre, que le côté gauchisme en France, le côté le gauchisme ambiant te dérange quelque peu, et donc c'est ce qui motive ta volonté en tout cas en partie, de ne pas vouloir vivre ici. Au Canada, aujourd'hui, c'est peut-être le pays le plus wokiste du monde. Alors pourquoi se dire la France non, mais le Canada peut-être ? Deux hypothèses. Un, je pense que cet axe wokiste est en train de disparaître, notamment en Amérique du Nord, où ils ont atteint un sommet dans l'horreur et ils se sont rendus compte qu'au final c'était de la merde. Donc là, ils sont en train de rebrousser chemin. Je pense que le Canada va logiquement suivre. Deux, ça serait dans 5 ans éventuellement que j'irai. Donc honnêtement,
En 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses, tu l'as vu. Hein. Mhm. On est passé de 2020 à 2025, on est sur 2 mondes totalement différents en même pas 5 ans. Donc 2025-2030, tu sais pas avec l'intelligence artificielle de quoi sera fait le monde de demain. Donc c'est des choses qui sont pas... En fait, si tu veux, rien n'est gravé dans le marbre, il faut savoir rester mobile. Je te dis une bêtise, si demain c'est la dictature wokiste au Canada, bien sûr que j'irai pas, tu vois. Je vais pas aller retrouver un enfer alors que j'en ai déjà quitté un. Mais je pense quand même que ça devrait revenir dans le droit chemin. Mais après, je peux me tromper. Ouais. Et puis aussi, alors j'en ai discuté avec Romain qui travaille avec nous pour l'Université de l'Épargne et qui vit au Canada, en l'occurrence en Colombie-Britannique, et qui m'expliquait justement que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la notion de subsidiarité, c'est-à-dire que oui, effectivement, dans les centres politiques et urbains au Québec et dans la capitale, il y a énormément de culture wokiste, notamment autour des universités, autour des journaux, etc. Donc là, vraiment, cette culture gauchiste, elle est extrêmement prégnante dans ce que le Canada renvoie au reste du monde en termes d'information, en termes de propagande, etc. Pareil pour certaines grandes entreprises qui embrassent totalement ce discours-là. Et en revanche, dans la vie réelle, c'est peut-être un des pays dans lesquels on le constate le moins, à part justement dans ces centres-villes, parce que en fait, le pays est tellement immense que vous allez dans 90% du pays, vous avez l'impression que au quotidien, en tout cas, vous ne percevez pas ce wokisme ambiant. Les gens votent certes en tout cas, ont voté pour Trudeau, ont failli décider de voter pour le Parti conservateur avec Pierre Poilievre, mais au final, c'était pas le cas. Il faut dire que le parti, je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'est pas le Parti travailliste, c'est enfin bref, les sociodémocrates ont trouvé un candidat qui était un petit peu moins gauchiste que ce bon Trudeau. Du coup, ils ont un petit peu rebroussé chemin, comme tu l'as dit, mais effectivement, visiblement, de manière quotidienne, ce gauchisme n'est pas aussi perceptible dans la vie. Oui, bien sûr. Parce que ce sont des pays qui se sont construits par des immigrés qui sont arrivés d'Europe, qui ont dû se bouger le cul, en fait. Si tu veux, historiquement, c'est aussi ça qui m'intéresse dans ce genre de pays, c'est que tu vas retrouver des gens qui vivent un peu, qui partagent le quotidien d'un entrepreneur. Et qu'est-ce qu'une personne qui a monté une entreprise au final ? En général, on a tous commencé de la même façon. On est parti avec des petites économies, 5 000 balles, 10 000 balles de côté. On a tout mis sur la table. On a galéré pendant 1-2 ans, peut-être 3 ans. Et à un moment donné, ça explose parce que quand tu travailles, des fois, tu as des résultats ou des fois, tu n'en as pas. Mais tu as une traversée du désert, c'est dur, tu prends des coups, tu te payes pas. Enfin bref, tu vis l'enfer, quoi, tu vois. Ces gens ont vécu l'enfer, mais un enfer x100 au final. Le Canada ou les États-Unis, ils sont arrivés d'Europe, ils avaient rien. Ils ont dû traverser le désert dans des chariots. Ils se sont fait attaquer par des animaux, par des brigands. Ils se sont fait tuer, violer, etc. Et ils ont construit des pays absolument fantastiques. T'imagines le degré de prise de risque, de résilience, de courage, de foi qu'il faut. Moi, je respecte en fait ce genre de gens. En fait, tu vois, ces gens sont des pionniers dans leur art. Et moi, j'ai envie de me retrouver avec des gens qui sont comme ça, parce que je l'ai au fond de moi, je l'ai fait à mon échelle, encore une fois. Je ne suis pas parti dans la nature avec un chariot, et femme et enfants, et dormir dehors, tu vois. Mais ces gens sont issus, c'est ça leur histoire, tu vois. Et donc, forcément, dans les valeurs familiales qu'ils ont, même s'ils ont des dérives wokistes sur certaines franges de leur population, qui est une minorité, la majorité, c'est des putains de bosseurs, en fait. Ils ont accompli, et ils ont construit sur une terre vierge des gratte-ciel, des machins, ils ont créé des infrastructures monumentales. Et donc, pour moi, ça, c'est l'exemple que je veux, c'est les valeurs que je veux transmettre à mes enfants, parce qu'au final, c'est ce que je fais moi au quotidien. Je suis parti de rien, j'ai construit quand même quelque chose de vraiment sympa, et c'est que le début. Et j'ai envie de me retrouver avec des gens qui font ça, en fait, tout simplement. J'ai pas envie de me retrouver avec des gens qui chialent parce qu'ils ont bossé 35 heures dans la semaine et que, je sais pas, leur patron leur avait refusé une pause clope, et donc du coup, ils vont au prud'homme, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ma façon de faire les choses. Bien sûr. C'est vrai que, alors, je pense que ce qui explique en grande partie le succès de l'Amérique du Nord, d'un point de vue économique du moins, c'est effectivement ce côté, tu prends un Européen qui, entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, a suffisamment de volonté
pour se dire je vais sortir de ce panier de crabes, je vais sortir alors pas trop de la France mais surtout de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne, de l'Italie, mais surtout Angleterre, Irlande, Allemagne et Écosse aussi. Écosse, voilà, Pays-Bas, ces coins-là. Et j'y vais sur un bateau où j'ai une chance sur deux de mourir, limite. Ouais, et puis une fois que tu arrives, il n'y a rien qui t'attend. Il n'y a rien qui t'attend. Tu te démerdes. Voilà, c'est toi. Et vous avez une sélection qui s'opère à partir de cette population-là. Je crois beaucoup. Ceux qui s'effondrent ou ceux qui relèvent les bras et qui Tout à fait. Donc il y a une sélection énorme. Je respecte aussi beaucoup la génétique qui démontre que il y a énormément de parts de caractère qui est héritable. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des traits communs qui sont qui vont de descendant en descendant. Par exemple, je savais pas ça, tu vois. Ah oui, le caractère était génétiquement transmissible. Ah oui, bien sûr, il y a des caractères. Ah oui. Alors après c'est intéressant, non, mais c'est très intéressant. C'est mais pas à je savais 100%. Pas du tout. Mais c'est-à-dire que en fait, ces dernières années, avec l'émergence de la sociologie, etc., on a donné une part très importante à l'environnement, à l'expérience, et bien sûr, ça compte énormément, sans doute pour la moitié, mais sans doute que l'autre moitié est explicable par la génétique. La tendance qu'ont certaines familles, par exemple, à se suicider, ou la tendance à l'alcoolisme, tout ça, c'est des traits qui s'expliquent selon un généticien par une incidence génétique à environ 50%. Et je pense que cet esprit-là, tu vois, le côté très entreprenant, de se dire je suis dans une situation épouvantable, je pars avec ma femme et mes enfants dans un bateau, on va vivre dans une roulotte pendant des mois, et puis on va vivre de pain sec et d'eau, et ensuite on va essayer de fonder quelque chose, cet esprit pionnier qui prend énormément de risques, je pense que c'est un caractère qui derrière s'hérite sur plusieurs générations. Donc tu as une sélection là-dessus qui tu sais, anthropologiquement, je l'avais dit sur une autre vidéo, au final, quand tu réfléchis, c'est très simple. Hein. Qui est resté en Europe ? C'est les gens qui sont risque adverses, qui ont peur de prendre du risque, qui sont restés en Europe. Et qui est parti à l'autre bout du monde en Amérique ? C'est les gens qui sont risk takers. Donc au final, ils ont un pays de mecs qui prennent des risques. Exactement. Avec les bons et les mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est que ça part en couille quand ça part en couille. Les bons côtés, c'est que ils font des choses formidables quand il y a des choses formidables à faire. Et nous, l'Europe, c'est plutôt en fait la terre des conservateurs, hein, des gens qui veulent pas trop que ça bouge. Donc c'est pas la merde. Ouais. C'est pas exceptionnel. Ouais. Ça se maintient. Oui, c'est un peu ça. C'est tout. Et donc les personnes qui nous regardent peuvent se poser la question de la façon suivante. Si au fond de vous-même, parce qu'on sait tous qu'on est au fond de nous-mêmes, tu vois, on peut pas se mentir. Si au fond de vous-même, vous aimez être pépère, tranquille, pas trop prendre de risques, et pas trop vous planter, pas trop avoir d'emmerdes, mais effectivement, restez en Europe. Ça sert à rien d'aller dans des pays... Petit livret A, pépère. Non, mais bien sûr, mais il faut être cohérent. C'est-à-dire que allez pas faire quelque chose contre nature où vous allez souffrir. Voilà. Pour moi, par exemple, pour les gens comme moi, il y en a plein qui regardent cette vidéo, c'est contre nature d'être dans un environnement trop stable, en fait, trop bien sûr. Pépère, parce qu'on n'est pas comme ça. Enfin, tu vois, moi, je suis pas comme ça. Ma vie n'a pas été construite comme ça, et je compte pas arriver sur mon lit de mort en me disant que je joue la sécurité, tu vois. Oui, moi, je vis des aventures, j'en ai traversé plein, avec les bons et les mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est quand tu te pètes la gueule, mais les bons côtés, c'est que, moi, je sais que je me relève à chaque fois, quoi. Bien sûr. Et ça, des gens comme ça en France qui peuvent faire avancer les choses, bah oui, on les fait fuir, tu vois. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est tout. Et je pense pas que ça soit une fatalité. Maintenant, si la France veut se développer, malheureusement, en fait, ces gens-là qui prennent des risques sont des vecteurs d'innovation. Ces vecteurs d'innovation, ces facteurs même d'innovation, si on les prenait comme des facteurs de production, vont créer cette innovation aux États-Unis et dans d'autres pays. Et ensuite, nous, on va importer cette innovation. Tu vois à quel point c'est débile ? On a une population, on forme des mecs intelligents qui sont innovants, mais comme on les met dans une prison intellectuelle, ils finissent par se casser. Absolument. Ils vont produire chez le voisin qui, lui, a dépensé 0 € pour former ces mecs-là. Ils génèrent de la valeur, et puis nous, ensuite, on rachète cette valeur. Donc en fait, c'est con. Tu vois. J'ai vu que les sociétés technologiques qui ont été créées par des Français, mais qui sont cotées en France, aux États-Unis, oui. Tu prends l'ensemble de ces sociétés technologiques, la capitalisation totale additionnée de ces trucs-là, ça vaut 70 fois plus que les sociétés technologiques françaises qui ont été créées en France. Bien sûr, parce que les meilleurs partent aux États-Unis, et puis les moins bons, ceux qui peuvent pas, restent ici, c'est tout. En fait, c'est comme si on avait un centre de formation,
Et tu vois, je sais pas, on est un super centre de formation au foot, mais que les mecs partent, une fois qu'ils savent un peu jouer, qu'ils ont un bon contrat, ils partent au Real Madrid, mais ils restent pas chez nous, quoi, tu vois. C'est exactement la même chose, hein. La France est un super centre de formation technique en termes d'ingénieurs, etc. On forme parmi les meilleurs ingénieurs au monde, hein. On a une formation de qualité, mais on n'a pas les infrastructures et on n'a pas le cadre juridique, travail. On n'offre pas des conditions idéales pour que ces cerveaux restent produire ici. Donc en fait, ils partent et ensuite ils s'exportent et ensuite on va importer leur création qu'on a financée. Ouais. En fait, c'est dommage, tu vois. Enfin, c'est un panier percé, tu vois, mais que ce soit financier ou intellectuel, culturel. C'est un des problèmes qu'il y a. Il y en a plein. Mais, tu vois, il y a beaucoup trop de choses à régler. Ça va prendre une vie de changer ça, tu vois. Enfin, c'est un chantier faramineux, quoi. Oui, certainement. Et on a, j'ai l'impression, en tout cas, à peu près personne dans la classe politique qui en est véritablement conscient. Non, t'as des mecs comme Pierre-Édouard Stérin ou autres qui sont du secteur privé qui peuvent en être conscients, mais je veux dire, c'est le boulot, même pas une vie. Je pense que ça prendrait peut-être même 2 générations, 60 ans pour vraiment repartir sur de bonnes rails. C'est très long. C'est possible. Ouais. C'est l'œuvre d'une vie. Hein. Donc, qui va vouloir se coltiner 60 ans à se faire défoncer pour la gloire, hein, parce qu'au final, il sera oublié et tout le monde en aura. Tu sais ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. On risque d'avoir une dilution de capital en France qui est capital assez, humain, oui. Qui est assez énorme si on a un choc exogène. Pareil, si on a un gouvernement de gauche encore plus à gauche que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on en discutait avec Pierre-Yves, c'est qu'on va avoir au Rougeron, du Cercle Aristote, on va avoir, à mon avis, l'émergence de diaspora française, et c'est peut-être la première fois de son histoire que la France va connaître des diasporas françaises à la libanaise. C'est-à-dire que tu auras des clans, moi je le vois, quand je vais à l'île Maurice, là, je vois qu'il y a des groupes de Français qui se sont créés, moi je suis en train d'en intégrer un. Il y a des clans de Français comme ça qui partent à l'étranger, un peu comme les Libanais, où on est parti pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on avait un pays qui était super, il a implosé. Et maintenant, on se serre les coudes entre nous et on essaie de se... Un peu comme cette diaspora libanaise que tu peux retrouver en France, à Paris, que tu peux retrouver à Dubaï. J'en ai vu plein des Libanais là-bas. Les Libanais, t'en as partout. T'en as en Inde, t'en as en Afrique. Et ils sont entre eux. Leur pays, c'était un super pays. Pour toutes les raisons qu'il y a eu, c'est plus un super pays. Et du coup, les meilleurs sont partis à l'étranger, montent des affaires un petit peu partout. Ils se retrouvent entre eux. On va, à mon avis, retrouver ce même phénomène pour les Français, partout. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi. On n'a jamais fait ça dans notre histoire. Et c'est la première fois que ça va arriver. On écrit une nouvelle page mais c'est bon, après c'est la vie, hein, c'est comme ça. On a eu une natalité extrêmement forte au 19e siècle et on n'a jamais été un pays exportateur de personnes, en fait. Ouais, bien sûr. L'Italie a énormément perdu au 19e siècle, au début du 20e, avec tous ceux qui sont partis en Amérique du Nord. Le Royaume-Uni, pareil. Les Anglais, les Écossais, les Gallois, enfin bref, les Irlandais aussi ont perdu beaucoup de gens sur cette émigration massive. Nous, ça n'a jamais été tellement notre truc. Il y a des Français qui sont partis au Québec, il y a des Français qui sont partis en Louisiane, mais franchement, c'est quand même assez résiduel. C'était pas dans des proportions massives, quoi. Non, c'était vraiment quelques centaines de milliers de personnes. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, là, on assistera, à mon avis, de plus en plus à un exode, peut-être pas massif des populations, mais qualitatif. C'est-à-dire que les meilleurs vont partir. Tout à fait. Et en fait, les cerveaux, un peu comme les cerveaux libanais, les cerveaux français vont aller s'exporter ailleurs et produire de la valeur ailleurs. Effectivement, ça va être on va dire un peu le top 10% des Français qui vont aller ailleurs. Ouais, je pense. Parce que le reste ne pourra pas, en fait. Soit pas le courage de partir, soit pas intérêt à partir. Parce que si vous êtes pas contributeur net à l'économie et que vous recevez plus que vous payez, vous n'avez pas tellement intérêt à partir. Parce que la France, c'est un bon pays quand on reçoit. Hein. Enfin, honnêtement, tu reçois pour rien faire. C'est quand même cool. C'est clair. Ça existe nulle part ailleurs. Ouais, donc c'est sans doute ce à quoi on assiste déjà aujourd'hui. C'est un nouveau phénomène et on est en train d'écrire l'histoire de ce côté-là. Et ce que je pense, c'est que moi, je vais développer un truc pour les Français qui partent à l'étranger où on puisse se réunir sur des événements virtuels entre nous, qu'on puisse discuter. Parce que il y a une chose qui est intéressante, c'est quand tu pars à l'étranger, tu as quand même le mal du pays. Et c'est bien d'être avec des gens qui comprennent un peu ce que tu vis, quoi, tu vois, donc avec qui tu peux échanger en ligne, machin. Donc, je pense que je créerai un groupe de discussion. Enfin, je ferai un truc un peu comme ça peut être sympa. Ouais, intéressant. Très bien. Je crois qu'on a un peu fait le tour de cette question-là. On a presque 70 minutes d'émission. Donc on va finir là-dessus. Je vous remercie bien sûr pour tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, pour votre attention et puis pour votre fidélité envers l'Institut des Libertés.
Je renvoie vers tes réseaux sociaux pour te joindre. Sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, Sylvain Tiger. C'est très bien. Hein. On fait plein de vidéos, donc c'est cool. Et puis voilà, on se retrouvera très bientôt. Excellent. Et merci beaucoup encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés et puis sur l'Université de l'Épargne aussi. N'oubliez pas. Merci beaucoup.